Le village Nzassa dans la commune de Trècheville. Une pelouse, une piscine, des bancs, une aire de promenade. Ce jardin public réalisé il y a quelques mois fait aujourd'hui le bonheur des populations. Bon, le jardin public c'est bon, c'est un lieu de réception, c'est un lieu où on doit se reposer. En ce moment, dis-moi ce que dit à Trècheville, vraiment ils ont bien fait. C'est un truc qui est bien installé. Voilà. S'il y a mariage, baptême, tout ce qui est bien, on fait ici, on se réunit ici, puis on avance. Donc c'est bien situé ça pour. Les gens apprécient ça beaucoup. Les jardins publics, espaces de détente dans le district d'Abidjan. Le plus célèbre, c'est celui du Plateau. En plein cœur de la cité des affaires, il dispose de restaurants et sert également de cadre pour les expositions et autres activités. L'endroit est très bien placé maintenant. L'entretien, il faut s'occuper de ça. Sinon, c'est très bien placé au cœur du plateau, un lieu comme ça, un espace comme ça, c'est très bien, surtout pour les gens qui travaillent. Parce qu'un travail, chaque fois, pour ne pas avoir chaque fois de stress en soi-même, pour mieux travailler, il faut un endroit comme ça de divertissement, de l'art culturel surtout, pour que le stress pas après il retourne au travail pour mieux travailler. Le jardin public du plateau souffre d'un manque d'entretien, mais cela n'empêche pas sa fréquentation. C'est un lieu paisible et calme pour mieux réfléchir et mieux aborder les choses. Le jardin public est un lieu qui permet de s'évader, d'être dans la tranquillité, de se distraire à sa manière. Et nous, pour nous, notre manière de nous distraire, c'est de venir ici réfléchir ensemble pour faire notre projet de création d'entreprise qui nous a été donné comme exercice par notre professeur à l'école. Dans la commune de Makori, cet espace sous le pont Henri Konan Bédié, bien aménagé, c'est ici que les populations et même des visiteurs se retrouvent pour passer du temps. Un lieu de grand repos aussi. Je suis venu voir un ami, bon, il m'a envoyé dans ce beau cadre, en tout cas qui est beaucoup agréable. On passe un bon temps ici, on essaie de discuter et puis trouver un terrain d'entente. En tout cas, c'est un cadre qui est bien agréable et paisible aussi. C'est un espace qui arrange la population de Makori. Il y a de l'air et puis bon, d'ici, voir les passants. En tout cas, ça fait vivre quoi. Et puis de temps en temps, on vient passer le temps. Les jardins publics demeurent des lieux de retrouvailles et de récréation pour les populations. Il en existe très peu dans les communes. Et là où on en trouve, la fréquentation bute parfois sur le manque d'entretien. Ils sont arrivés à Abidjan ce jeudi après-midi. Des hommes, des femmes accompagnés de leurs enfants. Une soixantaine de personnes, toutes des Ivoiriens vivant au Togo et au Ghana, depuis 2011 pour la plupart. Toute vie de réfugié est difficile. Parce que nous sortons de notre cadre naturel, de nos conditions de vie naturelles, pour nous trouver dans le sens opposé. Mais finalement, il faut rentrer. On ne m'a pas obligé. 27 personnes en provenance du Togo et 33 du Ghana rapatriées de façon volontaire par convoi organisé par le service d'aide aux réfugiés et apatrides de Sahara et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Avant, par exemple, les adultes recevaient 75 000 et les enfants recevaient 50 000. Mais depuis la fin de l'année jusqu'à aujourd'hui, on est passé à 150 000 francs pour les adultes et à 75 000 francs pour les enfants. Tout cela dans le but de booster le rapatriement pour dire aux Ivoiriens de rentrer et que la paix y est et qu'ils peuvent venir dans leur pays sans difficulté. Des mesures incitatives au retour volontaire des exilés. En 2017, 198 enfants de rapatriés ont été réinsérés dans le système scolaire. C'est un réel plaisir de les recevoir. On avait souhaité qu'aucun Ivoirien ne connaisse l'exil. Malheureusement, c'est des situations qui arrivent. Et aujourd'hui, nos sœurs, nos frères ont décidé de rentrer. Nous avons mis sur place en fait, une plateforme pour faciliter ce retour-là. Le nombre de réfugiés ivoiriens présents dans la sous-région s'élève au 31 novembre 2017 à 27 744, dont 11 967 au Libéria, 6 656 au Ghana, 40 577 en Guinée et 2092 au Togo. Au 31 décembre 2017, plus de 270 000 réfugiés ivoiriens sont retournés en Côte d'Ivoire, dont environ 70 000 par convoi organisé dans le cadre de l'accord tripartite signé entre le Sahara, le HCR et les pays d'accueil des réfugiés ivoiriens.
Djebonois, visite de la retenue d'eau de Béoukro destinée à l'agriculture. Réalisée par l'État de Côte d'Ivoire, cette infrastructure est créée pour développer des activités dans le milieu rural pour fixer la jeunesse. Selon le maire de la commune de Djebonois, plusieurs maillons manquent à la chaîne de production. Il faut qu'on puisse réhabiliter ce périmètre, ce qui n'a pas été fait, et c'est des lourds investissements. Il faut qu'on puisse revoir le projet et l'accompagner par une mécanisation. D'une superficie de 26 hectares, dont 16 aménagés, cette première partie produit 5 tonnes à l'hectare d'une variété de riz GT11 de très bon goût. L'agriculteur souhaite du matériel pour une production à grande échelle. Le besoin de matériel, à savoir le motoculteur par exemple. Un motoculteur pour labourer, avec le motoculteur peut faire au moins 1, 2 hectares sans difficulté. Mais à la main, 1 hectare c'est difficile. Donc on veut le motoculteur. Et quand c'est grand aussi, la récolte et le bataille c'est un peu compliqué. Donc on veut aussi le bateau aussi pour battre également le riz. Kofi Alexandre ambitionne faire de Djebonois le grenier de la région de Bouaké, d'où son appel à la jeunesse de la localité. 98-99, c'est nous qui nourrissions Djebonois en riz local. On est sur le point de nourrir même Bouaké. Vous jeunes de Djebonois qui avez abandonné l'agriculture, il est temps de retourner à l'agriculture parce que l'agriculture, l'État est prêt à nous accompagner afin que nous puissions mener nos activités comme se doit, avec le matériel adéquat pour avoir de bons rendements et aussi nous suffit et que cela puisse nous nourrir parce que le riz nourrit son homme. Une coopérative agricole gère le bassin aménagé. Il est prévu des partenariats pour l'exploitation intégrale de ce lieu. Une richesse qui attend son éveil. Capitale de l'Ouganda, un État relativement prospère de l'Afrique de l'Est, anglophone, qui a alors 8 à 18 millions d'habitants, Idi Amin Dada se proclamait seigneur de toutes les baies de la terre et de tous les poissons de la mer, vainqueur de l'impérialisme britannique et aussi dernier roi d'Écosse. Ceux qui ne jurent que par les chiffres retiendront qu'Amin Dada a été 9 fois champion de boxe poids lourd d'Ouganda, qu'il mesurait 1,98 mètres pour 126 kilos et au moins 43 enfants. On l'a surnommé Big Daddy. Et qu'en 8 ans de règne, il a causé la mort de 100 000 à 300 000 Ougandais. Repéré du temps de la colonisation par les recruteurs britanniques pour son physique impressionnant, Amin Dada, né en 1923 et mort en 2003, se hisse grâce à ses qualités de meneur d'hommes jusqu'au grade de lieutenant d'infanterie. De 1952 à 1960, il participe pour le compte de la couronne à la sanglante répression de la révolte des Momo au Kenya voisin. Après l'indépendance de l'Ouganda en 1962, devenu chef d'état-major, il aide le premier ministre Milton Obote à renverser le président Mutesa en 1966. Plus tard, Obote l'éloigne du pouvoir. Devançant la disgrâce, Amin Dada le renverse à son tour sans que l'Occident s'en émeuve, car Obote sympathise avec l'URSS. Depuis le coup d'État qu'il a porté au pouvoir en 1971, le général Amin Dada, devenu depuis maréchal, s'est proclamé président de la République ougandaise. Son règne est marqué par de nombreux excès. Il s'affuble de tous les titres. Docteur, maréchal à vie, roi d'Écosse, se décerne toutes les médailles, expulse les ethnies rivales, les commerçants indiens, les intellectuels, les Israéliens. Sous lui, le pays connaît un déclin politique et économique catastrophique. En octobre 1978, il se proclame le plus grand stratège de tous les temps et organise des simulations d'assaut à balles réelles sur Pretoria, Le Cap ou Johannesburg qu'il veut libérer du régime d'apartheid. Amin Dada lance ses troupes à l'assaut de la Tanzanie voisine en novembre 1978 et en avril 1979. La Tanzanie, qui n'a perdu qu'un seul tank, envahit l'Ouganda et renverse Amin Dada. Le président de la Tanzanie, Julius Nyerere, dépité par les rebuffades de son voisin. Le Tanzanien Julius Nyerere, à qui il envoyait des télégrammes regrettant qu'il ne soit pas une femme, car sinon il aurait épousé, malgré ses cheveux gris, décide ainsi de punir son voisin envahissant. Dans la nuit du 10 au 11 avril 1979, Kampala, la capitale ougandaise, tombe. Face à une force constituée de 5000 soldats tanzaniens et de 3000 soldats ougandais, et malgré un ultime appui de la part de la Libye et du Soudan, Idi Amin Dada doit quand même s'exiler en Libye
avant d'atterrir en Arabie Saoudite pour un asile doré pour avoir contribué à propager l'islam. Il meurt en Arabie Saoudite en 2003 à 78 ans.